Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Étienne Tshisekedi est mort. Le dirigeant historique de l'opposition en République démocratique du Congo est décédé à Bruxelles d'une embolie pulmonaire. Étienne Tshisekedi était âgé de 84 ans. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Kinshasa. Éclairage également avec Nicolas Germain en plateau. Au Cameroun, publier des informations non vérifiables sur les réseaux sociaux pourrait désormais coûter cher à leurs auteurs. Ils risquent la prison ferme et de lourdes amendes. Les Camerounais dénoncent une tentative de censure. Et puis il incarne la voix de la contestation en Angola. Le rappeur Luati Berrao dénonce haut et fort dans ses textes le régime du président Dos Santos. Luati Berrao est l'invité du Journal de l'Afrique. Mais d'abord, le sphinx de Limété est mort. Étienne Tshisekedi s'est éteint ce mercredi après-midi à Bruxelles. Le décès du chef historique congolais a été confirmé par son fils Félix. Étienne Tshisekedi était à Bruxelles depuis une semaine pour des examens médicaux. Il a succombé à une embolie pulmonaire. Thomas Nicolon, vous êtes à Kinshasa. La mort d'Étienne Tshisekedi a été confirmée. Quelle est l'ambiance dans la capitale ? Écoutez, il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui commencent à se rassembler près du domicile d'Étienne Tshisekedi dans le quartier de Limété à Kinshasa. Plusieurs de ces personnes sont en larmes, mais il va falloir attendre plusieurs heures demain matin pour voir réellement quel impact aura cette nouvelle sur la population de Kinshasa. Thomas, le président de l'UDPS était impliqué dans l'accord politique avec la présidence congolaise. Quelles peuvent être les conséquences politiques de sa disparition ? En effet, Étienne Tshisekedi devait diriger très prochainement le Conseil national de suivi. Il allait être en charge de veiller à la bonne application de l'accord du 31 décembre 2016. Étienne Tshisekedi, c'est celui qui avait réussi à rassembler une grande partie de l'opposition. À quoi va ressembler cette opposition sans cette figure de proue? C'est un point d'interrogation, c'est un challenge, un défi aussi pour l'opposition congolaise. Il va falloir se restructurer. Quoi qu'il en soit, le dialogue congolais qui est toujours en cours, les négociations en cours dans les prochaines semaines, on va en savoir plus sur la réorganisation de l'opposition et sur la capacité de mobilisation de cette opposition sans Étienne Tshisekedi. Merci Thomas Nicolon, vous étiez en direct depuis Kinshasa. Nicolas Germain, Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans. Il est entré en politique dans les années 60, une vie de militantisme avant d'entrer dans l'opposition et lutter pour la démocratie, mais il a commencé aux côtés du dictateur Mobutu. Absolument, parce qu'on le connaît depuis plusieurs décennies comme le grand leader historique de l'opposition congolaise, mais on oublie parfois qu'il a commencé aux côtés de Mobutu. Il était très proche de Mobutu, il a soutenu son coup d'État en 1960, il sera plusieurs fois ministre de Mobutu, notamment son ministre de l'Intérieur. Et on se souvient par exemple qu'en 1966, il avait soutenu la pendaison publique de 4 opposants qui avaient fait une tentative de coup d'État ou qui étaient accusés d'une tentative de coup d'État contre Mobutu. Donc il y a toute une première partie de sa carrière qui est plutôt controversée. Nicolas, Étienne Tshisekedi a réorienté sa carrière politique dans les années 80 et il est devenu opposant. Oui, c'est en 1982 qu'il crée son parti l'UDPS, qui encore aujourd'hui est le principal parti de l'opposition au Congo. Il sera plusieurs fois emprisonné par le régime de Mobutu. Ensuite, il adopte différentes stratégies. Par exemple, en 2006, il décide de boycotter la présidentielle, mais en 2011, il décide d'y aller. Alors, on sait qu'officiellement, en 2011, c'est Kabila qui a gagné, Joseph Kabila, mais selon des diplomates et des observateurs, c'est plutôt lui qui a gagné. Et je me souviens être à Kinshasa en 2011 à une conférence de presse, il a sorti cette phrase, beaucoup de gens s'en rappellent, il a dit « J'ai gagné et je demande maintenant à tout le monde d'aller chercher M. Kabila et de me l'amener vivant chez moi ici ». Donc ça donne un peu le ton de ce personnage assez déterminé, voire têtu. Ces dernières années, on a vu qu'il avait accepté de renouer le dialogue avec le pouvoir, suspendu des négociations, de nouveau renouer le dialogue. Et là maintenant, alors qu'on apprend à l'instant, donc depuis quelques heures, sa mort, il faut savoir que la rumeur qui enflait à Kinshasa ces derniers jours, c'est que le prochain Premier ministre pourrait être son fils, Félix Tshisekedi. Oui, la nomination du Premier ministre reste un point de blocage. Merci Nicolas Germain pour votre éclairage. On aura l'occasion de revenir sur les conséquences du décès d'Étienne Tshisekedi dans nos prochaines éditions, dans le journal et puis dans le Journal de l'Afrique, bien sûr. Allez, dans le reste de l'actualité, une mission de l'ONU a été attaquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. 5 personnes ont été tuées par des hommes armés près de la ville de Koncha, côté camerounais. L'équipe de l'ONU travaillait à démarquer la frontière
longue de 2000 km. Et on reste au Cameroun. Dans le pays, publier des informations non vérifiables sur les réseaux sociaux pourrait désormais coûter cher à leurs auteurs et qui risquent la prison ferme et de lourds amendes. Des menaces qui interviennent dans un contexte de crise sociale et politique dans les régions anglophones du pays et que certains Camerounais considèrent comme une tentative de censure et un moyen de museler l'opinion publique. À Yaoundé, le reportage de Marcel Amoko et Zigoto Chaya. Une mise en garde en 20 mots. Un SMS de 150 signes reçu sur leur portable par des millions de Camerounais pour rappeler la peine prévue en cas de déclaration mensongère sur les réseaux sociaux. Pas moins de 20 ans de prison et de lourdes amendes. Une mesure très commentée dans le quartier de l'université de Yaoundé, le fief des internautes les plus actifs. Les étudiants, comme Fonquin, pas vraiment surpris par la teneur du SMS gouvernemental dans un pays toujours secoué par la crise des régions anglophones. C'est comme si on cherchait à intimider les gens, de ne même plus aller sur les réseaux sociaux. Vu le contexte actuel, le message est mal vu. Déjà, par la moitié, parce que ce qui est sur les autres usuaires vont dire que non, oui, comme ça, empêcher les gens de parler de fédéralisme et de sécession. Fédéralisme et sécession, deux revendications des organisations représentant la minorité anglophone, désormais interdites par le pouvoir. À l'origine de cette croisade contre ce qu'elle appelle les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, la ministre des Télécommunications qui nie vouloir censurer les internautes camerounais. Nous voulons une utilisation massive, citoyenne et responsable. C'est le message qui est derrière. Utilisez les réseaux sociaux, utilisez Internet, mais sachez que l'espace, le cyberespace camerounais est régulé. Mais comment traquer des mensonges sur le net? Question sans réponse officielle. Dans son entreprise de services numériques, cet expert informatique est formel. Traquer les fausses infos sur Facebook, une mission quasi impossible pour l'État camerounais. Sur le plan technique, véritablement, je crois que c'est plus du bluff que de la réalité. Vous prenez par exemple, vous avez toutes les manières de vous introduire sur Facebook avec un nom fictif. Contrôlez Facebook, qui est un réseau mondial. Comment le gouvernement fera pour vous tracer? Le gouvernement camerounais entend pourtant intensifier sa campagne contre les déclarations mensongères sur les réseaux sociaux, censées durer pas moins de 3 mois. Cela fait à peine 2 jours que le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine et déjà Mohamed VI a entamé une mini-tournée africaine après avoir quitté Addis Abeba. Le souverain marocain s'est rendu ce mercredi à Djouba. Il a été reçu à sa descente d'avion par le président sud-soudanais Salva Kiir. Plusieurs ministres marocains ont fait le déplacement et de nombreux accords auraient été signés entre les deux pays. Mohamed VI est ensuite attendu au Gabon pour une visite privée. Vous le connaissez peut-être sous le nom d'Iconoclasta. Il est aussi connu pour son combat pour la démocratie en Angola. Ses armes sont les mots et la musique. Le rappeur Loati Berao est sur le plateau du Journal de l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Vous avez connu la prison pour tentative de rébellion et complot contre le président José Eduardo dos Santos. Vous avez été placé à l'isolement et vous avez fait une grève de la faim durant 36 jours. Comment vous portez-vous actuellement ? On continue à être persécuté par nos idées, parce qu'on pense, parce qu'on défend pour notre pays. Pour la santé, ça va. Je viens de faire un check-up médical et j'ai aucun souci de santé, aucun séquelle de la grève de la faim. Pour le procès, on a été amnistié. On refuse d'ailleurs cette amnistie, mais c'est là où on est en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'occasion de sortir de l'Angola, parce qu'autrement, j'avais l'interdiction de sortir du pays. Alors, durant votre incarcération, vous avez tenu un journal que vous avez publié. Il s'intitule « Alors je suis plus libre maintenant ». Vous y racontez vos pensées. Quel a été votre état d'esprit durant cette période? Est-ce que vous avez pensé à baisser les bras? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. J'étais sûr que c'était l'intention de nous isoler. Oui. Ils nous ont mis dans des prisons différentes, dans des cellules d'isolement pendant 90 jours, alors que la loi ne permet que 21 jours. Et c'était vraiment pour nous faire craquer. Mais on a quand même, quand on savait qu'il y avait des médias et des gens qui bougeaient pour nous, ça nous encourageait, ça nous donnait... Vous avez eu conscience de cette mobilisation à l'échelle internationale? À chaque visite qu'on avait, on nous racontait, ouais, il y a un article qui est sorti dans un journal, machin, ou il y a à la télé, la chaîne France 24, Observateur, ils ont parlé de ça. Donc, ça nous donnait de la courage. Et on a profité du temps, en fait, pour rattraper la lecture et pour écrire et pour...
Enfin, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, en fait, nous a poussé, il nous a donné un coup de pouce dans ce qu'on défendait. Les idées qu'on défendait, c'était 15 jeunes qui, dans une démocratie, ça ne devait pas gêner personne. C'est des jeunes avec des idées différentes de la majorité. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Bon, et du coup, ils nous ont mis sur un plateau qu'on ne s'attendait pas. Et là, on a la tension nationale et internationale. Et on commence à réussir à faire passer notre message. Vous avez pu sortir votre livre en Angola ? Non. Non. Vos paroles sont très politiques. Est-ce que vous souhaitez vous impliquer davantage dans la politique ? On sait que vous avez votre mouvement, le mouvement révolutionnaire pour l'Angola. Est-ce que vous pensez aux prochaines législatives, par exemple, en août ou en septembre 2017 ? Pas du tout. Alors, les gens avec qui je travaille, d'ailleurs, le mouvement révolutionnaire pour l'Angola, c'est un autre groupe. Moi, j'en fais pas partie. Nous, on n'a pas de nom, on n'a pas de structure. On est plutôt un mouvement horizontal. On n'a pas de leader. Et ce qu'on veut, on pense que le plus important en Angola, c'est de renforcer la société civile. Un pays qui n'a pas une société civile forte, c'est un pays qui est condamné à ne pas réussir. Et les gens sont extrêmement partidarisés, même pas politisés, ils sont partidarisés. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le courage de parler, de se prononcer, d'avancer ses idées, s'il n'a pas la protection d'un parti politique. Dans vos paroles, on pense beaucoup aussi à la Tunisie, à ce clan mafieux, à ce système de gestion avec la famille. Est-ce que vous rêvez à un printemps arabe en Angola, un printemps angolais ? Ouais, c'est ce moyen de changement que vous rêvez pour l'Angola ? Je ne pense pas que ça peut arriver en Angola. On a songé à ça en 2011, quand on a vu les Ben Ali partir et puis après Moubarak partir. On a vraiment cru que ça serait possible aussi en Angola, mais c'est pas du tout la même chose. Et il va falloir beaucoup de temps parce qu'il faut changer les mentalités, il faut convaincre les gens qu'ils ont des droits, il faut qu'ils connaissent ces droits avant qu'ils aient la conscience, qu'ils aient cette prise de conscience politique qu'on est des citoyens et que la souveraineté reste sur nous, les citoyens. Merci Loati Eberaou pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, « Alors je suis plus libre maintenant ». On vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat. Merci. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal, la mort à l'âge de 84 ans d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles. On a appris également que la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des partisans d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Voilà, on reviendra sur cette information dans notre prochain Journal de l'Afrique d'ici 3 quarts d'heure. À tout à l'heure.